le management très, peut-être même trop directif de l'État est un sujet sur lequel on va s'arrêter ici. Alors, je vous donne juste quelques exemples pour se faire une idée de la directivité du management de l'éducation nationale. Ben, prenons un exemple extrêmement concret, pratique, quotidien, prosaïque. Les enseignants évaluent leurs élèves. Ils évaluent leurs élèves au fond comme ils le veulent. Et ils ont la liberté totale d'évaluation. Il n'empêche qu'il y a une forte tradition dans l'enseignement français, c'est de noter sur 20. On note sur 20 et tout le monde d'ailleurs a cette habitude et c'est ce que ça veut dire. C'est vrai que quand vous avez une note sur 20, ça a beaucoup plus de sens que quand vous avez une note sur 30 ou même une note sur 100. En Amérique du Nord, on note beaucoup sur 100. Souvent, on dit que ce sont des pourcentages. Cette notation sur 100, en fait, a beaucoup moins de sens aux yeux des Français que la notation sur 20. Avoir 14 sur 20, bah, ça a plus de sens parce que ça correspond à des habitudes que avoir 70%, même si au bout du compte, ça revient au même. Donc, la notation sur 20, c'est une vieille tradition française. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette notation sur 20, elle a été préconisée officiellement, très officiellement, par une circulaire du ministère de l'Éducation nationale, une circulaire du ministre Léon Bourgeois, qui était ministre dans les années 1890, et cette circulaire date de 1890 et préconise de noter sur 20. Alors évidemment, on note sur ce qu'on veut, mais après, on devra faire la conversion pour remplir les bulletins qui sont toujours sur 20, et puis les notes des examens sont toutes sur 20. Donc c'est un exemple juste pour montrer que les pratiques pédagogiques les plus quotidiennes, qui là dépendent de chaque enseignant, au fond un enseignant est libre de noter sur ce qu'il veut, voire même de ne pas noter non plus, eh bien en fait l'État lui-même a pris position sur cette question. L'État s'est senti fondé à avoir un avis sur la notation, sur le fait qu'on noterait sur 20 plutôt que sur 30, sur 100, sur 1000. Bon. Il faut savoir qu'il y a peu de systèmes scolaires où il y a comme ça une habitude que l'État préconise une échelle de notation. Dans le système soviétique, du temps de l'Union soviétique, la notation c'était sur 5. Et là, c'était la même chose dans tous les lycées, toutes les écoles du pays, on notait sur 5. Bon, je ne suis pas sûr que l'Union soviétique soit forcément un modèle pour l'éducation nationale française. En fait, à travers cet exemple de la notation sur 20, je voudrais mettre en évidence le fait que l'éducation nationale, c'est un peu un système où tout semble avoir été pensé pour que les acteurs se laissent porter. En fait, tout est prévu pour qu'on ne prenne pas d'initiative. Alors bien sûr, on en prend des initiatives, mais au fond, on pourrait ne pas en prendre. Mais si on regarde concrètement à la fois le curriculum de l'élève, mais aussi les obligations de service des adultes. Les programmes scolaires sont extrêmement précis. On parle souvent, quand on veut se moquer des programmes scolaires français, on prend l'exemple des programmes scolaires de la Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, alors oui, c'est loin, petit pays, mais petit pays, alors qu'il y a de mauvais résultats en mathématiques, soit dit en passant. À l'enquête Teams parue hier, la Nouvelle-Zélande était presque au niveau de la France. Mais en dehors de cela, en Nouvelle-Zélande, les programmes scolaires de la maternelle au bac, ça fait 75 pages. C'est tout. 75 pages. Et même on peut penser que ça commence à faire beaucoup, ça fait un petit livre, 75 pages. Oui, en France, on n'en est pas là. On a plusieurs fascicules qui chacun font bien plus que 75 pages. Donc, en France, on a l'habitude d'avoir des programmes extrêmement précis qui détaillent pas heure par heure, mais qui détaille quand même, qui donne des indications horaires, et qui détaille tout ce qu'on doit faire sur une année, sur un trimestre. En France, on a des horaires nationaux. Tous les élèves de 6e ont le même nombre d'heures de mathématiques chaque semaine, et on en est arrivé maintenant à faire là aussi des horaires très précis à l'école élémentaire, là aussi. Même si là, les enseignants, les professeurs des écoles ont forcément un petit peu plus de latitude dans les faits. Mais enfin, officiellement, ils doivent suivre et s'adapter à des horaires. Et ils sont tous les mêmes partout. Alors, bien sûr, on appelle ça l'égalité républicaine. Mais l'égalité républicaine, et on y reviendra dans
je ne vais pas dire la séance de la semaine prochaine, il n'y aura pas de semaine prochaine, mais enfin dans la prochaine séance, celle qui officiellement est en distanciel, l'égalité républicaine, est-ce que ça consiste à donner la même chose à tout le monde? Ou est-ce que ça consiste à satisfaire les besoins de tout le monde de la même façon? Vous mesurez la différence? Quelqu'un qui a faim et quelqu'un qui n'a pas faim, si on leur donne la même quantité de nourriture, est-ce qu'on peut dire qu'on est égalitaire? Celui qui n'a pas faim, bon, effectivement, sera à égalité avec celui qui a faim, puisqu'on lui donne la même quantité de nourriture. N'empêche que le résultat, c'est que celui qui n'a pas faim risque d'avoir encore faim après parce qu'il n'en aura pas eu assez, alors que celui qui n'avait pas faim risque de souffrir d'indigestion parce que lui, il n'en avait pas besoin. Et c'est la même chose. Pourquoi faudrait-il absolument que tous les élèves de 6e aient 4 heures de mathématiques par semaine? C'est effectivement le meilleur signe d'égalité. Mais peut-être que certains ont besoin d'en avoir 5 et certains ont besoin d'en avoir 3. Et ça, bien, peut-être que les enseignants sont aptes à juger de cela, à prendre l'initiative de décider de cela. Et il y a des pays où ça se décide au niveau de l'établissement, parce qu'il y a une vie à l'échelle de l'établissement. Ça, je vous renvoie à ce qu'on disait dans une précédente séance sur l'échelle de l'établissement, qui pourrait être un niveau de décision. Mais en France, non, l'établissement n'est pas un niveau de décision là-dessus. En France, on a le même nombre d'heures de mathématiques, ou de français, ou d'histoire-géographie, quelles que soient les écoles, quels que soient les projets pédagogiques de l'établissement, quels que soient les besoins des élèves. Ce qui a aussi sa justification, je ne reviens pas là-dessus, mais qui ne va pas de soi. Encore une fois, ça renvoie à la forme scolaire avec ses rigidités, une forme impersonnelle qui renvoie à une institution qui est extérieure. De même, une caractéristique du système français, c'est la solitude de l'enseignant face à la hiérarchie. Solitude de l'enseignant parce que l'enseignant, au fond, alors, il est officiellement intégré dans des équipes, mais cette vie d'équipe est très limitée. L'enseignant est seul face à sa classe, déjà, et il est seul face à sa hiérarchie. Et on n'a pas l'habitude de faire intervenir un collègue dans sa classe. Quand on a des problèmes avec une classe, eh bien, on se retrouve quand même assez seul pour essayer de régler le problème, mais on est seul aussi face à la hiérarchie. L'enseignant est seul face à la direction. Il peut être solidaire d'une équipe quand il s'agit de négocier ce qu'on appelle la DHG, c'est-à-dire la dotation horaire globale qu'on donne aux établissements du second degré. Alors là, on se bat entre équipes. Alors l'équipe de physique-chimie voudra 2 heures de plus pour pouvoir dédoubler une classe, tandis que l'équipe de lettres voudra 1 heure de plus pour pouvoir monter l'option latin qu'on n'arrive pas à monter. Enfin, voilà, donc là-dessus, les équipes peuvent être solidaires, mais ça s'arrête là. Après, quand on a un projet, quand on veut changer quelque chose et quand on a un problème, surtout quand on a un besoin, l'enseignant est très seul. Et il est très seul, d'autant plus que la hiérarchie est peu visible. Quand je dis que la hiérarchie est peu visible, c'est parce que le supérieur hiérarchique de l'enseignant, en fait, n'est pas le chef d'établissement. Le chef d'établissement, que ce soit le directeur dans le premier degré ou le principal au collège ou le proviseur au lycée, le chef d'établissement n'a pas de rôle pédagogique. Pédagogiquement, le supérieur de l'enseignant, c'est l'inspecteur. Or, l'inspecteur, on le voit très rarement. Et par conséquent, il est toujours un peu inquiétant. Vous savez, ce qu'on voit peu, et c'est une technique de management bien connue, ce qu'on voit peu, ça inquiète. Ça inquiète parce qu'on peut inventer toutes sortes de fantasmes sur celui qu'on voit peu. Et savoir mesurer ces apparitions est un moyen d'intimidation de ses subordonnés. Alors, je ne dis pas que les inspecteurs limitent volontairement leurs interventions, et je crois qu'il y a une énorme frustration chez les inspecteurs qui aimeraient bien voir les enseignants plus souvent, et pouvoir les rencontrer plus souvent, jouer un vrai rôle dans la formation, dans la coordination des équipes enseignantes. Mais par la force des choses, les inspecteurs viennent très peu, parce qu'ils sont débordés tout simplement, et par conséquent, ça rend la hiérarchie relativement inquiétante, et ça accroît la logique de subordination. Ça compromet l'émergence de dynamiques collectives et de dynamiques collectives horizontales. De plus,
cette émergence de dynamique collective, cette idée d'initiative se fait d'autant moins que on a tendance à déléguer un certain nombre de tâches à l'équipe de direction, et ça on en avait parlé, hein, voire même à la vie scolaire. Or l'équipe de direction, ce ne sont pas des collègues. L'équipe de direction, elle relève du ministère. Alors là, je parle surtout du second degré. Dans le premier degré, c'est différent, c'est un enseignant aussi, le directeur, mais il n'a pas de rôle pédagogique. Dans le second degré, la direction règle un certain nombre de problèmes, mais ce ne sont pas des collègues avec qui on peut construire un projet d'équipe. Le proviseur, le principal adjoint, le proviseur adjoint sont des représentants du ministère. Ils appartiennent à une autre catégorie, ils appartiennent à la hiérarchie. Et ce ne sont pas des collègues avec qui peuvent se créer des dynamiques horizontales. Alors que on pourrait imaginer, et c'est le cas dans beaucoup de pays, on pourrait imaginer des responsables d'établissement qui soient une émanation de l'équipe enseignante, qui soient des enseignants, des collègues comme les autres, et qui travailleraient avec leurs collègues. Alors, j'ai donné ici quelques éléments pour juger de la directivité du système, de la logique de subordination qui domine, et du sentiment des enseignants d'être des exécutants, bien plus que des cadres, au fond. Tout cela encourage les enseignants à être des exécutants. Officiellement, ils ne le sont pas. Mais dans les faits, le métier enseignant est souvent vécu de cette façon. Alors, ça veut dire deux choses, hein. On peut voir le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Le verre à moitié vide, c'est de se dire, ah bah voilà, les enseignants du coup ne prennent pas d'initiative. Le verre à moitié plein serait de se dire, oui, mais les enseignants peuvent prendre des initiatives parce qu'au fond, rien ne les oblige à s'enfermer dans ce rôle d'exécutant. Donc il y a des possibilités, mais ces possibilités, elles sont peut-être moins souvent saisies qu'elles ne le pourraient, parce que cette logique de subordination domine. Pourquoi? D'où ça vient cette tradition de la directivité française? C'est un peu une conséquence de la force du lien qu'il y a en France entre l'école et l'État. L'école est vraiment une affaire d'État. Et ça, depuis Guizot, depuis les années 1830, depuis la loi Guizot de 1833, ça a été réaffirmé par les lois Ferry de 1880. C'est en fait une vieille habitude de considérer que l'école est le relais de l'État, est une institution qui est une institution forte, une institution quasi régalienne, qui est le relais de l'État. Et ça, c'est au moins, c'est depuis la Révolution française. J'ai dit depuis Guizot, en fait, depuis la Révolution française, l'école a pour rôle de régénérer la nation. La Révolution française, et là je vous renvoie à un livre déjà un peu ancien, qui a une trentaine d'années, le dictionnaire critique de la Révolution française, de Furet et Ozouf, le dictionnaire critique de la Révolution française, à l'article Régénération. Et on voit que la Révolution française a été un moment très fécond pour imaginer des modèles scolaires. On s'était dit, on veut régénérer la nation, eh bien ça passera par l'invention d'un nouveau modèle scolaire. Et on a imaginé même des choses aberrantes, mais voilà, l'imagination était au pouvoir justement pendant la Révolution française. Mais on avait cette idée que l'école était une sorte de bras armé de l'État qui devait contribuer à changer la société. C'est pas le cas dans beaucoup de pays. Dans beaucoup de pays, l'école est d'abord au service des familles. L'école est une création des familles qui s'organisent pour éduquer leurs enfants. Et l'État s'implique pour soutenir cette initiative des familles, mais on voit moins l'école comme une institution d'État, comme un relais du pouvoir d'État. Ça en France, c'était un projet révolutionnaire d'utiliser l'école pour régénérer la nation. Mais ça a été réaffirmé par l'Empire à l'époque de Napoléon, où l'école avait pour rôle de former les élites, avec la création des lycées, par exemple, par Napoléon. Et puis la République de Jules Ferry réaffirme cela en faisant de l'école un moyen d'instituer des citoyens pour la République. Donc l'État entend traditionnellement en France contrôler une institution que l'État veut absolument avoir entre ses mains, parce que sinon, c'est une institution qui serait contrôlée par l'Église. Donc cette lutte entre État et Église, qui est aussi une guerre franco-française bien caractéristique de notre pays, cette lutte, l'école en a souffert, ou du moins en a été affectée.
Après, on jugera si elle en a souffert ou si elle en a bénéficié, parce que ce management directif a aussi ses avantages. Euh, L'école a été affectée par cette lutte entre l'Église et l'État, où l'État voulait absolument contrôler tout ce qui se faisait à l'école pour être sûr que l'Église n'y mettrait pas son nez. Parce que l'Église a pendant très longtemps été très active, y compris dans l'école publique.